Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format vidéo. Ça va être une série qui va mêler mes deux passions, donc à savoir le cinéma et le graphisme. Donc en clair, dans ce format vidéo, on va réaliser les accessoires de films graphiques. Ce que vous devez savoir, c'est que la création d'un film est divisée en plusieurs départements. Son, effets spéciaux, casting, costumes, électricité, etc. Un de ces départements se nomme le département artistique, dans lequel se trouvent beaucoup de métiers propices à la réalisation de décors comme les peintres, les ensembliers et les graphistes. Leur rôle sert à assurer une cohérence dans l'univers que le film représente. Mais concernant les accessoires créés par les designers graphiques, ils peuvent être représentés par des livres, des affiches et tout élément graphique qui peuvent nous entourer au quotidien dans la vraie vie. Mais cette fois-ci, intégrés dans un film, visant à être manipulés par les acteurs ou placés dans le décor. En anglais, on appelle ça le prop design. C'est pourquoi je vais souvent utiliser ce mot dans la vidéo pour parler des accessoires que l'on va créer. C'est un métier que je souhaiterais exercer et au fur et à mesure des années, j'ai pu me familiariser avec ce domaine et apprendre plein de choses intéressantes que j'avais envie de vous partager. On croirait pas, mais il y a toute une recherche derrière des éléments qui apparaissent parfois 2 secondes à l'écran. Et comme j'ai envie de faire connaître ce métier de l'ombre, je vous propose d'essayer également de reproduire ou de comprendre comment ces objets sont créés. J'ai envie de toucher un maximum de personnes, c'est pourquoi tous les matériaux qu'on va utiliser dans cette vidéo seront abordables ou déjà chez vous. Quant au logiciel, moi je travaille sur la suite Adobe parce que c'est le logiciel qu'on utilise surtout énormément dans le domaine artistique. Mais je suppose qu'on peut avoir un rendu plutôt similaire avec Word ou Canva. Il y a tellement de choses intéressantes à savoir, tellement de significations, tellement de détails dans tout ce qui peuvent nous sembler anodins dans un film. Je trouve que ce serait dommage de ne pas en parler. On va aussi apprendre beaucoup de choses sur l'envers du décor de ces réalisations, les anecdotes qu'il y a à savoir sur ces objets en eux-mêmes. Donc en fait, le but, c'est montrer un peu les métiers de l'ombre du cinéma et comment est-ce qu'on peut réussir à reproduire des choses d'un film avec un petit budget. Donc vous allez voir que ce métier de l'ombre est aussi ludique et demande beaucoup de recherche. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est le premier épisode d'une longue série. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est ce que j'appelle mon mur de référence. C'est-à-dire que dessus, on a plein de références cinématographiques, des affiches de films, etc. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu un peu un fouillis. Donc aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait le recommencer en vidéo et donc au fur et à mesure des vidéos on va remplir ce mur de références. Le projet Blair Witch, c'est un film d'horreur sorti en 1999 et réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. C'est l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui partent dans les bois du Marineland pour tourner un documentaire sur la légende urbaine de la sorcière de Blair. Mais ils se perdent vite dans les bois la nuit et ils sont harcelés de phénomènes étranges. Spoiler alerte, ils disparaissent tous un à un. Ça fait plus de 20 ans que le film est sorti, c'est plus un spoil. Donc quand on regarde le film maintenant, c'est vrai qu'il fait pas peur. Mais pour l'époque, c'était quand même une révolution. Car c'était l'un des premiers films tournés en POV, ce qu'on appelle dans le cinéma le found footage. Donc c'est le fait de vraiment tourner caméra dans la main comme si c'était un vlog en fait. Ce qui donne un aspect plus réaliste au film et donc c'est pourquoi les spectateurs ont été un peu effrayés. C'est vrai que maintenant on retrouve beaucoup ça dans les films d'horreur d'aujourd'hui, notamment les Paranormal Activity, REC, The Visit. Blair Witch c'était un peu le précurseur de tout ça en fait. Ce qui est aussi marrant avec ce film, c'est qu'il a utilisé la technique de transmédia pour sa promotion. Le transmédia, c'est une pratique qui consiste à développer un contenu narratif sur plusieurs médias. Donc c'est-à-dire que pour la sortie de leur film, leur campagne commerciale consistait à étendre le film dans la vraie vie en fait. Je trouve le sujet super intéressant, donc j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Ils ont donc accroché les avis de recherche des 3 étudiants disparus dans le film sur des vrais arbres, dans des vraies structures, à Burskiville, c'est là où a eu lieu le film à Maryland. Et donc c'était assez marrant parce que déjà de 1, le film faisait assez peur vu que c'était filmé en found footage et en plus les gens y croyaient vraiment et c'était vraiment une légende urbaine qui devenait presque réelle à cause de tout ce qui se passait autour. Sauf que ils ne se sont pas arrêtés là, non. Il y avait aussi un faux numéro ici à appeler et quand on appelait, je sais plus trop sur quoi on tombait mais ça renforçait en fait l'aspect de confusion. Est-ce que le film est réel? Est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Et du coup les gens forcément ils avaient les pétoches. Et donc à l'époque c'était vraiment innovant et efficace. J'adore ce genre d'anecdotes. Mais pour aller encore plus loin dans leur campagne de promotion, ils ont décidé de jouer encore plus sur le flou entre le réel et la fiction. Je vais pas trop m'attarder dessus mais je vais un peu citer. Par exemple c'était la fin des années 90 et donc le début d'internet. La promotion marketing a décidé de créer une sorte de blog. Dessus on avait les journaux des personnages où ils écrivaient tous les jours ce qui leur arrivait dans la forêt et tout. Il y avait en plus des photos, des vidéos, ce qui vraiment rendait confus les spectateurs quoi. Ils ont été genre vraiment genius. Ils ont été jusqu'à créer un faux documentaire de science-fiction sur l'histoire des personnes disparues et tout qui passait à la télé. Maintenant c'est des choses qui pourraient se faire un peu plus mais à l'époque c'est vrai que ça se faisait pas du tout. Bref, je m'éloigne mais aujourd'hui on va refaire la vie de recherche des adolescents étudiants qui
sont perdus. Je vais vous apprendre des petits tips de graphisme, vraiment les bases de base. On va apprendre ensemble comment ça marche, le graphisme, un peu ludiquement on va dire. Là, on va pas se faire chier, en vrai, on va prendre une image d'internet. On retrouve facilement le visuel sur internet. Moi, je vais prendre celui qui a été utilisé pour la promotion. Là, histoire de nous mettre un peu dans le bain, on va pas créer de toute pièce l'image. Donc, on peut plutôt qualifier ça comme un travail de recherche d'archives qui compte énormément dans ce métier. Bon, je suis d'accord, on n'est pas vraiment sur un props d'un film en lui-même, c'est vraiment plutôt sur la promotion, mais j'adore vraiment l'anecdote qu'il y a autour et donc j'avais envie de le reproduire. On va dire que c'est le point central de ce qui va se passer par la suite en fait. On vérifie toujours la qualité de l'image qu'on va prendre. Je vous conseille d'aller dans Outils, taille, grandes images. C'est plus qualitatif à l'impression, ça va moins être pixelisé, moins flou. Maintenant, il faut l'imprimer. Et ce qui est intéressant avec les props de film, c'est qu'il faut utiliser le même procédé qu'à l'époque, ou que le contexte dans lequel le film se trouve. Évidemment, le cinéma est synonyme de trucage, et donc on peut pas utiliser vraiment toutes les machines qui ont existé dans les années 90 parce que c'est pas à notre portée. Dans le cinéma, certains l'utilisent, ceux qui ont des budgets incroyables, mais nous, on n'a pas de budget, on reste dans le classique. Il faut d'abord se questionner sur les missing posters qui étaient faits en 1999. J'ai trouvé un super site qui racontait cette histoire. Il parlait justement de l'histoire et de la création des posters de disparition à travers la fiction et l'art. Donc je peux vous mettre le lien en description, il est super intéressant, il retrace plein de choses et il parle aussi également de l'avis de recherche qu'il y a dans Blair Witch. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec le graphisme, on reconnaît direct les recherches. Par exemple, vous promenez dans la rue, vous voyez une affiche, avis de recherche chat, avec une photo, des petits numéros à appeler, un truc bien moche fait sur Word, on sait déjà à quoi s'attendre. C'est comme un code qui est rentré dans la société, je sais pas, dans la tête des gens. Par contre, si un jour vous faites une avis de recherche avec des couleurs, un photomontage bien propre, des trucs vraiment stylés, les gens vont passer à côté. Ça va être tout de suite de la pollution visuelle pour eux, comme une affiche, de la publicité, des choses comme ça. Ils vont pas faire attention. C'est un peu comme si les avis de recherche avaient leur propre identité graphique à elles-mêmes en fait. Du coup, on part du principe que pour les avis de recherche, c'était imprimé dans les commissariats de police, ils avaient des imprimantes laser, hop. Ça, on fait en plusieurs tirages. La différence entre imprimante laser et imprimante jet d'encre, c'est un peu ce côté brillant que vous avez sur le papier. En clair, l'imprimante jet d'encre, c'est une imprimante qui va venir déposer des gouttelettes d'encre sur le papier. C'est un peu les imprimantes qu'on a tous chez nous en fait. Et l'imprimante laser, c'est de la poudre d'encre qui va se fusionner au papier avec une sorte de procédé d'électrostatique. C'est pour ça que ça donne ce côté un peu brillant plastique. Et là, c'est les imprimantes qu'on va retrouver dans les entreprises, dans les bureaux, etc. Et du coup, ça va être plus précis que les imprimantes maison. L'encre va pas se diffuser dans le papier. En fait, le papier va pas absorber l'encre. Et donc, tout va être super net. Donc, une fois qu'on a imprimé le visuel, on découpe. Moi, j'aime bien mettre une petite marque pour savoir où est-ce que je vais découper. Là, on sait qu'on a des marges. On laisse des bordures blanches. Et voilà. Notre premier props est fait. On passe à un deuxième film qui a bercé mon enfance et sûrement le vôtre, Lilo et Stitch. Pour ceux qui viennent d'une autre planète, c'est un film d'animation qui a été réalisé en 2002 par Chris Sanders et Dean DeBlois. Je vais pas vous raconter l'histoire du petit extraterrestre qui échoue sur la Terre, qui se fait passer pour un chien auprès de Lilo, une hawaïenne, pour ne pas se faire capturer par les autres extraterrestres qui veulent le ramener sur la planète, piou piou, pan pan, bref. Ça peut paraître assez étrange ou impressionnant de dire attends, il y a des props même dans les dessins animés. Oui, j'avais envie de faire un props pas du tout prise de tête, un truc marrant. Un truc que j'ai relevé dans le dessin animé, c'est quand Lilo, elle fait la petite jauge de Stitch où elle colorie son niveau de méchanceté. Je me suis dit, ok, on va refaire ça aujourd'hui. Lilo dessine Stitch sur ce qui semblait être un carnet de dessin plutôt carré, relié par des agrafes au milieu. On appelle ça une reliure piqûre à cheval. Comme j'ai pas de carnet, je prends une feuille A3 que je vais venir découper en carré. Je vais quand même laisser une marge de 2-3 cm sur le côté pour laisser de la place pour le dessin et pour ensuite pouvoir mettre les agrafes. Parce que j'ai envie de donner un côté un peu déchiré à mon objet, comme si justement la feuille avait été extraite du carnet. On rappelle que Lilo, c'est une fille de 6 ans dans la scène. Elle semble colorier avec des craies grasses. La façon dont elle tient le crayon et la façon dont est dessiné le crayon, ça semble vraiment à une craie grasse. C'est probablement une Crayola inventée en 1903, alors que le film se passe dans les années 70, donc c'est plausible. On peut aussi constater que c'est une craie grasse avec l'épaisseur et la texture du grain. Le grain du papier, c'est un peu la texture que vous allez avoir, qui est plus ou moins prononcée sur la feuille. Donc on essaye de reproduire la silhouette de Stitch. Je fais la base au crayon de mine et ensuite à l'aide de ma main gauche alors que je suis droitière je vais venir tracer avec un gros feutre ma structure de Stitch. Pourquoi je décide de le faire dans la main gauche? Parce que Lilo est une enfant et qu'elle n'a pas cette notion de bien dessiner, elle a encore des traits très tremblants, très peu précis et donc le faire de ma main gauche
c'est une technique qui permet de dessiner un peu plus facilement comme des enfants. Et puis après, je vais venir prendre une craie grasse où je vais venir colorier brusquement. Et j'avais décidé de mettre des agrafes de part et d'autre de la feuille pour ensuite déchirer le dessin. Voici mon dessin de Stitch. On passe au troisième prop. Ce n'est autre que la carte de visite de l'entreprise de savon de Tyler que Brad Pitt donne à Edward Norton dans Fight Club. Un film américain réalisé en 1999 par David Fincher. Un film qui m'a retourné le cerveau et j'adore ça. Ce film décrit le parcours d'un homme d'une trentaine d'années qui bouleverse sa vie monotone de cadre et de consommateur lorsqu'il fait connaissance de Tyler Durden, enclin avec la violence et qui créa un club de combat underground, le Fight Club. Pour être honnête, j'avais déjà réalisé ce props l'année dernière, donc je suis assez contente parce qu'en fait j'ai réussi à trouver la texture parfaite de papier, la couleur parfaite de papier, mais c'est pas là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Voilà, j'ai imprimé, j'ai découpé, maintenant vous savez comment ça marche. Je l'ai imprimé à la laser parce que je me suis doutée que les cartes de visite s'imprimaient dans les imprimeries à l'époque. Hop, laser, on envoie, c'est pas fait maison, voilà. Mais quelle est la différence entre celle que je tiens dans les mains et celle du film ? Et oui, le papier est abîmé. Dans le domaine, on appelle ça la patine. C'est lorsqu'on intervient sur l'objet graphique pour lui donner l'impression qu'il a vécu. On le salit, on déchire, on découpe. Ça permet de mieux contextualiser le film plutôt que d'avoir un truc sorti de l'imprimante comme ça, tout neuf, où on se dit ok, ça vient d'être imprimé et donné. C'est un peu une sorte d'identité du personnage, voilà, qui est pas vraiment propre sur lui, qui fait pas attention à ses affaires. Ça décrit parfaitement le personnage de Tyler. Alors là, rien de compliqué, on suppose que la carte était dans la poche de Tyler, donc soit on le met dans notre poche et on vit avec pendant quelques jours, soit moi j'aime bien le mettre dans mon tote bag. D'ailleurs c'est un tote bag qui a été réalisé par une de mes amies, Lara, qui a une petite boutique sur Etsy, elle fait plein de petits trucs faits main. Je mets le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est super comme petit cadeau, la petite pâte vraiment trop kiki. Bref, je l'ai mis dans mon sac et j'ai vécu pendant genre 3 jours avec dedans, et quand il a ressorti, ça donne ça. Un truc un peu abîmé. Voilà, aussi simple que ça. S'il y a bien un réalisateur qui fait attention aux accessoires de son film et à tous les détails qu'on peut accorder aux props, c'est bien Wes Anderson, un de mes réalisateurs préférés pour justement sa palette graphique. Le premier film que j'ai vu de cet artiste, c'était Moonrise Kingdom. Il est sorti en 2012 et raconte l'histoire de Suzy et Sam, 12 ans, qui tombent amoureux en 1965 et concluent un pacte secret et décident de s'enfuir ensemble. Aujourd'hui, on va reproduire les lettres que Suzy et Sam s'envoient. Les 2 lettres sont écrites à la main, mais ils possèdent aussi des éléments imprimés. Dans un premier temps, celle de Suzy, qui est sur un fond uni, plus délicate que celle de Sam parce qu'il y a un logo qui représente sa maison, on a son nom dessus, c'est vraiment plus propre, ça se voit, contrairement à celle de Sam, ça se voit que ça vient d'un camping ou d'une feuille qu'on donne aux enfants pour l'école. Dans un premier temps, on va essayer de reproduire cette maison. Moi je le fais sur Illustrator puisque on peut la reproduire de façon vectorielle. Un vecteur, c'est un dessin qui ne contient pas de pixels. Peu importe à quel point on zoome, ce sera jamais flou. Contrairement à une image, plus vous zoomez évidemment, plus vous voyez les pixels. C'est normal, un vecteur ne possède pas de pixels. Maintenant, on se doit concentrer sur la typographie, qui sont des détails importants aussi pour Wes Anderson. Et le petit péché mignon de Wes Anderson, c'est bien sûr la future. C'est celle qu'on va utiliser pour la carte de Sam. Mais pour revenir à celle de Suzy, il a fait appel à une typographe, qui est la Tilda, créée par Jessica Hische. Il y a un documentaire sur Arte qui est super intéressant sur justement la typo dans les Wes Anderson. Je crois que c'est un Blow Up, qui est une série de documentaires Arte qui est vraiment super intéressante. Je suis pas trop documentaire Arte à la base, parce que pour moi c'est juste les petits animaux qui courent là dans la nature et ça m'intéresse pas du tout. Là ça rentre dans mon domaine, c'est ce que j'aime. Je les ai enchaînés tous d'un coup, j'adore, je vous conseille. Et c'est vrai qu'on oublie trop souvent les typographes, qui est un métier tellement dingue. Normalement cette typo est payante, mais comme on l'utilise à des fins personnelles, dans ce cas-là on peut utiliser, souvent on a des essais gratuits où on peut la télécharger gratuitement, on ne peut pas l'utiliser pour vendre des choses. C'est-à-dire que si vous décidez de reproduire ces props et ensuite de les vendre, bah vous pourrez pas parce que vous n'avez pas la licence et vous n'avez pas les droits sur la typo. On crée un nouveau format A5 sur InDesign ou sur Word comme vous voulez. Je place tous mes éléments, la petite maison, le texte et voilà. Mais à ce moment-là, j'étais pas satisfaite de la typo. En fait, je me suis rendu compte que ça correspondait pas vraiment avec celle qui était présente dans le film. Alors je suis allée sur le site What's My Font, qui permet de retrouver des typos quand on ne connaît pas le nom. Et la typo qui ressemblait davantage à celle qui était dans le film, c'était la Zoya Silric Regular. Encore une fois, cette typo est payante, mais comme je l'utilise à des fins personnelles, je vais m'arranger pour essayer de la télécharger. Là, en clair, je bidouille des trucs avec des screens et des vectorisations sur Illustrator. Et au final, j'ai réussi à obtenir la typo que je voulais pour le props. Je crée un autre document pour maintenant réaliser la feuille de Sam. Le nom de Sam est écrit en Futura. J'ai aussi décidé de créer les petites lignes qu'on a comme sur les cahiers d'enfants en fait. Et maintenant on passe à l'impression. J'ai utilisé 2 types de papier. On reste dans les grammages, genre 90 grammes. Et l'épaisseur
d'une feuille imprimante classique. J'ai utilisé un papier recyclé pour celle de Sam. Au niveau des couleurs, c'est pas blanc pétant comme les papiers qu'on utilise pour les imprimantes. Et j'ai utilisé aussi une autre feuille, qu'on appelle ça une feuille teintée dans la masse, puisqu'elle est déjà rose en fait. J'ai imprimé le visuel de Suzy. J'ai imprimé ça sur une imprimante maison, parce que ça se voit que c'est du jet d'encre. Et surtout que le film se passe dans les années 60 et que la première imprimante laser a été inventée dans les années 70. C'est là qui est marrant, c'est qu'on va intervenir sur nos impressions à l'aide de crayons. Et oui, on n'oublie pas qu'on est en train de créer à l'origine des lettres. Pour celle de Sam, il a une écriture très peu soignée. Avec un crayon de mine, on écrit les mêmes éléments que dans le film. On essaye d'avoir un trait tremblant comme un enfant de 12 ans. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on pourrait croire que ce qui est maladroit est plus facile à faire, mais en fait c'est l'inverse. Pour la lettre de Suzy, on prend un feutre fin rouge et on écrit d'une façon plus délicate, mais toujours en ayant en tête qu'il s'agit d'une enfant de 12 ans. Si j'ai voulu faire ces lettres, c'est aussi un clin d'œil à la graphiste accessoiriste la plus connue du domaine, qui est Annie Atkins. C'est elle qui a travaillé pour tous les films de Wes Anderson et elle propose des workshops maintenant où elle nous apprend à comment réaliser ces petits props. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre un de ces workshops, c'est disponible sur son site. Après moi j'ai jamais pu le faire, je crois que c'est quand même 300 €, un truc comme ça, c'est pas donné. Et puis c'est en Angleterre quoi. Mais elle a sorti un livre qui s'appelle Fake Love Letters, Forget Telegrams and Present Escape Maps, Designing Graphic Props for Filmmaking, où elle explique justement dedans les procédés, toutes les petites étapes de construction, son métier. C'est un livre vraiment super intéressant que je vous recommande. Ça fait un moment que l'idée de faire le dessin de Rose dans Titanic me trotte en tête. Titanic, c'est un film sorti en 1997 et réalisé par James Cameron. Nous plongeons en 1912 où Rose, fiancée à un industriel imbu de sa personne, croise sur un bateau un artiste sans sous, Jack. Et évidemment, Jack et Rose se rencontrent et créent une histoire d'amour sur ce paquebot qui chavira. Le film est bourré de props super intéressantes, mais j'avoue que j'avais envie de réaliser cet emblématique portrait de nu de Rose. C'est évident que pour le film, il y a eu plusieurs dessins qui ont été créés. Ceux qui ont été sous l'eau, ceux que Jack porte. Je pense qu'il y a quand même une petite dizaine d'exemplaires qui ont été faits pour le film. Évidemment, ils n'ont pas tous été dessinés. Il y en a un qui a été fait, puis scanné, puis ensuite imprimé en plusieurs tirages. Parce que de loin, en fait, on voit pas du tout que c'est imprimé. Et pour ceux qui ont été filmés de près, évidemment, là, on voit la texture, on voit tous les traits de crayon. On sait que c'est des authentiques. Dans la scène où Jack dessine, on peut imaginer qu'il s'agit de fusain. Fusain, c'est une branche de saule qui a été carbonisée. On peut penser qu'il utilise du gros grammage car on voit vraiment la texture du papier. Celui qu'on voit dans le film qui est dessiné en direct ne sont pas les mains de Leonardo DiCaprio, mais bien celles de James Cameron. Ce réalisateur est super chaud en dessin. Vu que j'ai choisi un dessin pour cette scène précise, j'ai envie de faire dans l'authentique. On a besoin des textures, des reflets, etc. Alors je sais pas du tout dessiner les visages, les portraits, c'est vraiment quelque chose que je déteste et dont je n'ai pas les qualités. Mais l'avantage, c'est qu'il n'est pas 100% réaliste. Donc on a juste à repérer les formes et ensuite les affiner. On dessine des carrés, des triangles, puis on commence à les détailler. J'ai regardé une vidéo il y a quelques temps qui me semblait être intéressante. C'est une vidéo de Ballot et il a fait une vidéo où il dessinait tous les jours pendant un an. Et pas mal pour les débutants, donc je vous la conseille. Et honnêtement, c'est vrai qu'en dessinant de plus en plus, c'est un peu comme si l'œil il réussissait à s'adapter et à repérer les erreurs tout seul. J'ai décidé d'imprimer sur 2 feuilles A4 le visuel de Rose. Dans un format raisin, je découpe une feuille de A3+, et je viens retracer à l'intérieur de ce découpage une feuille A3. J'ai décidé de ressortir ma vieille tablette lumineuse qui va me servir à décalquer. Si vous n'en avez pas, évidemment, vous pouvez vous aider d'une autre source lumineuse, une fenêtre par exemple. On peut considérer ça comme de la triche, mais je considère plutôt ça comme une aide évidemment. Pourquoi se casser la tête alors que maintenant on a des solutions pour nous aider, pour être plus rapide. Moi je trouve que c'est plutôt un avantage. Je me mets dans le noir et je commence à tracer un peu les grosses lignes avec des plus gros fusains. Je viens estomper avec mon doigt toutes les zones d'ombre. Si vous n'avez pas de fusain, vous pouvez essayer avec du charbon ou des branches carbonisées. Une fois que je trouve que le dessin est à peu près fini, je rallume la lumière et je viens un peu affiner tous les traits, notamment les traits du visage qui sont pas du tout précis avec le fusain parce que ça reste quand même une grosse masse. Et, je viens réajuster en gommant les parties plus claires. Enfin bref, je viens remettre des retouches sur mon dessin quoi. Et donc après, il me reste plus qu'à redécouper ce fameux format A3 préalablement dessiné et à signer comme la main de Jack. Je finis par passer un bon coup de lac pour éviter que tout le fusain ne se barre. Et voilà, j'ai officiellement le cœur de l'océan qui va être sur mon mur. Je suis assez fière du dessin, mais je suis pas trop chaud. Enfin,
Je gère pas du tout le fusain, c'est peut-être la première fois que j'ai fait un vrai dessin avec le fusain, mais je suis assez fière de moi quand même. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. C'est surtout une histoire de me mettre un peu dans le bain et voir par la suite. Je prévois d'autres épisodes où je vais vous montrer qu'on peut faire aussi des trucs en 3 dimensions, donc restez à l'affût. Bref, j'adore ce format et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas également à mettre vos films préférés en commentaire et peut-être qu'on recréera des accessoires. Bref, à bientôt!